Nous étions en train d'évoquer la situation à l'université de Lomé où les enseignants-chercheurs sont entrés en une grève illimitée pour demander l'amélioration de leurs conditions. Joseph Gadaon faisait le parallèle aussi avec la situation que vit actuellement le président de l'université de Lomé au niveau du CAMES. Non, en fait, moi, je ne voudrais pas trop rentrer dans ce dossier parce que, vous savez, il y a les non-dits dans ce dossier parce que, puisque le conseil même l'a dit, il a les non-dits, mais il voudrait prendre de la hauteur pour pouvoir gérer cette tâche quotidienne. Donc, je pense que nous, on ne peut pas quand même trop rentrer dans ce dossier. Mais ce que moi, je dis, c'est que il faut faire seulement attention parce que quand on parle de grève illimitée, je pense que ça sonne vraiment trop fort, trop lourd. Et puis, il ne faut pas blaguer avec, comme je l'ai dit, je parle du palais d'intelligentsia parce que faites seulement attention. Vous savez que la plupart des crises dans les pays, ça provient des universités. Vous savez ça? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça commence comme ça. Il suffit seulement que les cours ne soient pas faits 2, 3, 4 fois que vous allez voir. Ça va révolter les étudiants. Non, mais les étudiants qui vont rentrer dans les ans et puis c'est fini. Ça embrasse quand même toute l'université. Donc, c'est pour cela que je l'avais dit que ce n'est pas pour rien que les chercheurs ont attendu du moins jusqu'à ce qu'aujourd'hui puisse quand même se lever pour dire non, attention, on va aller à une grève limitée. Je l'avais dit que la garantie du gouvernement pour le PND, qui est aujourd'hui le document qui fait courir tout le monde, et je pense qu'il faut faire seulement attention. Moi, je pense que s'il y a un conseil à dire, je pense que le ministre de l'Enseignement supérieur doit rapidement se lever et venir échanger avec ses collègues et voir ce qu'ils pouvaient faire le plus tôt possible. Parce que, vous vous rappelez très bien, tout à l'heure, je donnais l'exemple des syndicalistes du secteur secondaire. Vous avez vu ce qui s'est passé. Pourquoi il dit, est-ce que, bon, même au niveau pourquoi il dit même les grèves illimitées, là, ça me fait tellement petit. Bon, ça me touche un truc parce que on n'a pas besoin de même de dire grève illimitée. Il suffit seulement que les grèves soient répétitives, puis c'est fini. C'est-à-dire qu'on lance 2 jours, demain jusqu'à satisfaction quand même des revendications. Donc, moi, je l'ai dit, les besoins prioritaires, il faudrait que rapidement Kokoroko puisse quand même porter si haut cette doléance pour que le moins des choses soient faites quand même aux chercheurs. Mais la grève illimitée, c'est peut-être finalement le dernier recours pour ces enseignants qui disent qu'il y a eu plusieurs discussions, il y a eu des promesses qui leur ont été faites. Ils évoquent même la réclamation d'un reliquat de l'accord de novembre 2011. Et on se rappelle à l'époque, je ne sais pas à quel moment Broum est devenu ministre de l'Enseignement supérieur, mais Broum qu'on a connu grand syndicaliste qui réclamait tout, une fois au gouvernement, muet comme une cape. Les enseignants du supérieur sont quand même représentés par leurs collègues au ministère de l'Enseignement supérieur qui finalement ne font rien. Vous savez, le cadeau le plus dangereux qu'on puisse faire à un syndicaliste, c'est de l'appeler, par exemple, dans un gouvernement. Parce que vous savez, dans un gouvernement, on n'est pas toujours très bien loti en ce qui concerne la gestion des crises, parce qu'il y a les principes qui sont affectés même à la gestion du gouvernement, les droits de réserve que vous devez avoir. Et puis, quand vous êtes dans le gouvernement, vous êtes solidaire de l'action du gouvernement. Donc, c'est normal qu'un syndicaliste qui appelait un gouvernement, je ne parle pas forcément du cas de Togo, c'est une forme de ravalement des ambitions de ce syndicaliste-là. Bon, moi, je n'irai pas jusque-là, mais c'est à lui de savoir que lorsqu'il entre dans un gouvernement, il n'agit pas là-bas en tant que syndicaliste, il agit tout simplement en tant que membre d'un gouvernement. Et une obligation de réserve. Voilà, parce que le gouvernement a une feuille de route qui ne donne pas forcément priorité au secteur d'où tu viens, mais qui doit être regardant vis-à-vis de toutes ces tâches et au regard de la nation. Mais vous parlez de 2011, c'est normal, on le disait tout à l'heure qu'il s'agit des revendications corporatistes et je crois qu'on sera très mal placé pour nous en prendre à ces gens-là qui veulent que leur situation change. Mais seulement maintenant, il faut
que dans leur manifestation, ils donnent quand même place aux négociations. Parce que vous savez, même après une guerre, il va falloir toujours qu'on s'entende, qu'on s'asseye autour d'une même table. Donc, si nous avons déjà vu sur cette possibilité-là, on sait ce qu'il faut faire pour que la situation ne dégringole pas, pour qu'il n'y ait pas une chute générale du système de l'éducation. Parce qu'après, il va falloir encore reconstruire ce qu'entre-temps on a construit, on a contribué à démolir. Parce que, vous savez, l'université, ça reste un patrimoine commun. C'est vrai que ceux qui y travaillent doivent voir leur situation changer. On l'a dit, ils n'ont pas une situation reluisante, mais nous ne perdons pas espoir que le président Kokoroko, quand bien en ce moment il a des affaires avec Kam, etc., ne soit pas solide pour faire face à ces choses. Et nous avons dit que ces moments ne sont pas choisis peut-être par hasard, parce qu'il y a d'abord le PND, il y a ensuite la situation personnelle de Kokoroko. Mais vous savez, on ne nomme pas n'importe qui président, c'est généralement des gens qu'on estime pouvoir prendre de la hauteur et gérer des situations, plusieurs situations à la fois, même si ce sont des situations qui vont dans toutes les directions. Bon, on espère qu'il va être assez conciliant pour entrer en négociation et établir un chronogramme de ce qui peut être fait sur les revendications. Parce que vous savez, on l'a souvent dit, lorsque votre enfant demande quelque chose, dites-lui ce que vous pouvez faire, et surtout, si vous tenez à être crédible, et il faut faire ce que vous avez dit. Parce que vous savez, ce qui fait souvent problème au niveau des gouvernants en général, c'est qu'ils font des promesses qu'ils n'arrivent pas à tenir. Nous avons vu le cas avec la grève des enseignants du secondaire, de primaire dans ce pays. Tout ce qui a été fait généralement n'est pas suivi d'effet, et la situation allait en s'enlissant, et c'est finalement qu'on a pu trouver un terrain d'entente. Il faut que nous puissions tirer enseignement d'une telle situation pour qu'aujourd'hui la grève des enseignants-chercheurs ne s'enlise pas et conduise à une déflagration, parce que Gada l'a dit tout à l'heure, ce que nous craignons, c'est que les gens, les uns les autres, s'en mêlent, surtout les étudiants, qui finalement vont dire, ils réclament le retour de leurs enseignants dans les amphis, parce que nous, en tant que parents d'étudiants, le peu que nous avons, c'est ce que nous investissons en eux, et les parents aussi ne seront pas contents, parce que l'année risque d'être invalidée, et ce que nous y avons investi, déjà, vous savez, c'est une situation complexe, et nous comptons sur les autorités et les enseignants-chercheurs pour trouver rapidement une solution à ce problème. On passe au second sujet, Togo. On va parler maintenant du forum Togo-Union européenne, où plus de 300 investisseurs venus de 28 pays sont attendus à Lomé, prévu du 13 au 14 juin prochain. Le premier forum Togo-UE est placé sous le thème « Bâtir des relations économiques durables et pérennes ». Au-delà de la rencontre entre les opérateurs économiques européens et leurs homologues togolais, il compte aussi baliser la voie pour des investissements étrangers hors de l'espace européen pour environ 300 entrepreneurs attendus, dont 150 à venir des pays de l'Union européenne et 150 du Togo. 754 se sont déjà inscrits pour une visibilité espérée dans les 28 pays de l'Union européenne. 43 pays se sont annoncés, et pour 100 projets bancables du secteur privé à retenir pour financement, 391 sont déjà soumis. Il en est de même pour les conférenciers, les sponsors, les partenaires. Ainsi, le premier forum économique Togo-UE s'annonce prospère. Joseph Gala. Mais je dis, c'est un cadre exceptionnel. Moi, je ne peux jamais imaginer qu'un jour le Togo pourrait arriver à organiser un forum Union. On ne parle pas de la France et du Togo, mais c'est UE avec 28 pays pour un seul pays. Un petit pays comme le Togo. Donc, c'est formidable. D'abord, il faut féliciter aussi les organisateurs, ceux qui ont eu l'initiative, parce que c'est un projet vraiment innovant et un projet qui doit encourager effectivement le développement du secteur privé. Vous savez, tout à l'heure, on parlait du PN du Programme national de développement, ce programme ambitieux que le Togo a conçu sur 5 ans et qui donne plus la priorité au secteur privé. Je vais parler quand vous prenez le budget qui est 4 600 milliards, le secteur privé occupe 65%, et ça fait à l'ordre de 3 000 milliards de francs CFA.
Alors, ce qui fait la différence aujourd'hui entre le PND et les autres programmes nationaux de développement, je vais parler de la SCAP ou bien DSPR 1, DSPR 2, c'est qu'aujourd'hui, il y a cet engagement ou bien cette place qu'on accorde au secteur privé. Alors que par le passé, c'est juste les partenaires, on fait une table ronde et puis bon, ça s'arrête là-bas, on finance. Bon, mais aujourd'hui, vous allez voir que au-delà même de ça, le chef de l'État même devient un pèlerin. Et c'est lui même qui qui va à la rencontre, qui va plutôt à rencontrer les investisseurs. Il a été en Chine, il a été en Allemagne, il a été en Arabie Saoudite et cette fois-ci, il est à Londres actuellement. Les investisseurs. Donc, je pense que c'est ça qui fait aujourd'hui la nouveauté de ce programme. Et ce qui est encore, comme je l'ai dit, ce qui est encore merveilleux, c'est ce forum. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, on ne peut pas concevoir un programme national de développement et s'asseoir et demander aux gens de venir. Ce qui fait la différence, comme je l'ai dit, aujourd'hui, ce sont les investisseurs. C'est des projets sociaux, économiques qu'on présente aux gens, aux investisseurs qui doivent quand même mettre la main dans la poche pour investir. J'ai eu la chance quand même de voir quand même les projets et parce que, comme je l'ai dit, que ce sont des projets formidables. Maintenant, ce matin, nous avons parlé dans le journal Économie et Développement. Nous demandons quel type de projet productif les secteurs privés ou les opérateurs économiques pourront présenter à leurs confrères européens. Oui. On va venir à cette question tout de suite, mais Chris Segar, votre avis sur la rencontre elle-même, Forum Togo, ça montre que pour l'Union européenne, le Togo devient un pôle attractif? Bon, je dirais... non, c'est-à-dire que je ne dirais pas attractif, mais ces investisseurs-là sont dans une démarche de prospection, Et ce que nous souhaitons au Togo, c'est que cette prospection-là aboutisse à des investissements réels, tangibles, qui puissent nous permettre de mettre le Togo en pôle position en ce qui concerne son développement, d'installer définitivement la base même du développement au Togo, parce que je crois que ce qui fait la différence, c'est surtout ça. Et je crois qu'il a effleuré tout à l'heure. Les gens ont l'impression que c'est aujourd'hui que le Togo met en place un plan de développement. Mais le Togo a toujours mis en place un plan de développement. Et ce sera même terrible qu'un pays ne mette pas, n'ait pas un plan de développement. Seulement, et c'est ce qui change aujourd'hui, c'est la communication qui est faite et aussi le fait qu'on a procédé à une ouverture de champ pour rendre le Togo plus visible et surtout mettre devant les atouts dont le Togo dispose, qui servent les intérêts des investisseurs. Il y a les atouts économiques, il y a aussi les atouts en matière d'infrastructure et infrastructure, etc. Et puis, il faut qu'on le dise. Et chaque fois que les gens se rassemblent pour parler des questions de développement, il faut les féliciter. Nous n'allons pas verser dans une certaine politique et dire que, voilà, présumer même de l'issue de ce forum-là et dire que, voilà, c'est un truc qui est fait à dessein pour 2020 parce que nous sommes à la veille d'une année électorale et on fait de la gesticulation. Je crois que si nous nous inscrivons dans ces genres de critiques, il ne s'agit pas de critiques constructives, tout simplement parce que moi, j'aimerais bien plutôt juger les initiateurs de ces différents projets-là sur les résultats au lieu de préjuger de ce que peut être, au lieu de faire des procès d'intention, je dirais même des procès de faciès, parce que si tel qu'on a connu, c'est lui qui initie tel programme, on estime que c'est mauvais parce qu'il s'agit de lui, c'est du procès en sorcellerie ou tout simplement du procès de faciès. Et je crois que sur le sujet, si vous voudrez bien, on peut aborder la chose par le fond. Alors, on parle maintenant des projets, parce que la rencontre, c'est quand même d'attirer des investisseurs pour financer les projets. Et tout cela se fait avec en toile de fond le PND qui regarde, qui a besoin d'être financé. Mais est-ce que ça ne rend pas aussi le Togo un peu trop tributaire des financements étrangers? Non, mais tu sais, aujourd'hui, on parle du PPP, les 3 P, on parle du privé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État ne peut plus engager ses propres ressources tout simplement dans les projets socio-économiques. Donc, il faut faire appel quand même à l'étranger. Quand vous prenez le PND de la Côte d'Ivoire, par exemple, vous prenez le PND du Niger,
le secteur a contribué, le secteur privé a contribué au moins 60%. Au Togo, c'est 65%. Aujourd'hui, ça devient le Sénégal émergent. On parle du plan Sénégal émergent. C'est ça. Donc, là-bas, c'est plus de 70%. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les pays... Oui, mais justement, est-ce que c'est une bonne chose? Parce que ces partenaires, ils viennent, ils financent des projets, mais ce n'est pas pour nos beaux yeux. En fait, ce n'est pas seulement les partenaires, parce qu'il y a les nationaux aussi. Bien sûr. Oui, bien sûr. Quand on parle du secteur privé, du coup, c'est ouvert pour les étrangers et pour les nationaux également. Mais comme je l'ai dit, vous savez, ici, quand même, quand on parle de projets bancables, c'est plus des projets qui vont être soumis par des nationaux qui seront financés par l'Union européenne aussi. Non, ça c'est autre chose. Parce que, non, en fait, le Togo, même, le PND même dispose de ces projets. Oui. Il y a la construction des hubs logistiques, tout ça. Maintenant, dans le nord, le poste sec, il y a beaucoup de projets. On a essayé à 4 000 milliards. Mais au-delà de ça, je pense qu'on voudrait donner aussi cette chance aux opérateurs économiques nationaux de pouvoir rencontrer également les investisseurs qui vont venir. Vous voyez. Donc, ça dit que, en fait, c'est deux choses. Oui. C'est deux choses. Ça dit qu'il y a le projet que le gouvernement présente, il y a la chance qu'on donne aux investisseurs et surtout aux jeunes entrepreneurs de pouvoir rencontrer aussi les investisseurs européens pour pouvoir quand même échanger et avoir quand même du financement pour leur projet. Et justement, c'est ce volet financement moi qui m'intéresse, parce que ceux-là ne vont pas mettre leur argent pour les beaux yeux de ces entrepreneurs. Par rapport à ce projet, il y a eu un appel quand même à soumission qui a été lancé et sur 408 projets, il y a actuellement 137 qui ont été quand même retenus, qui sont des projets bancables capables d'être financés sur les champs. Donc, et dans ce projet, vous avez dans l'agriculture, vous avez dans la transformation, dans la formation, dans le numérique, vous avez de ces projets. Maintenant, la question que je me pose, c'est que est-ce que tous ces jeunes-là qui ont présenté des projets ont, je sais pas, le cadre, ce cadre quand même juridique pour pouvoir quand même exercer de façon libre ces projets, pour pouvoir exécuter ces projets. Parce que je parle des possessions de plus de milliards. Est-ce que ces jeunes ont déjà eu quand même à exécuter des projets de telle envergure, avec de tels budgets aussi? Donc, moi, voilà, c'est ça. Bon, heureusement, comme on a dit, ce sont mes informations, que ces jeunes seront formés et seront accompagnés par des cabinets. Donc, c'est là où moi, je dis que c'est important. Mais au-delà de tout ce quelques secondes, c'est que moi, je dis, si à la fin de ce PND, on n'arrive pas à l'industrialisation de ce pays, on aura beau travailler, on aura beau circuler, le chef d'État aura beau tout faire. Mais aujourd'hui, je pense que l'emploi ne sera pas créé parce qu'il y a 65% de la jeunesse qui est là et qui cherche toujours de l'emploi. Donc, voilà. Sur le même sujet de ces investisseurs qui viennent pour financer des projets, le pays semble un peu trop tributaire aussi de cela. Mais c'est comme le Togo n'a pas créé ce système-là, parce que tous les pays demandent des investisseurs. Et pourquoi? Et parce que justement, on veut que l'argent vienne de l'extérieur, et lorsque ce sont des investisseurs qui viennent de l'extérieur, il apporte aussi un savoir-faire qui intéresse les nationaux. C'est en quelque sorte aussi du transfert de technologie. Vous savez que le Togo en matière d'industrialisation n'est pas un modèle, en tout cas, parce que nous sommes même au b.a.-ba de la chose. Il faut qu'on apprenne. Je voudrais rebondir rapidement, parce que quand il parle, par exemple, des jeunes dont on a mis à disposition une certaine somme pour encourager la création des entreprises, etc., mais c'est bien, mais ce n'est pas seulement dans le cadre de ce PND que nous assistons à pareille chose, mais seulement ce qui nous avait un peu inquiété, c'est que ce qui manque au Togo généralement, c'est l'accompagnement. Il arrive qu'on finance des jeunes qui n'ont pas du métier en la matière. Ces jeunes-là, ce n'est pas seulement la formation, parce que vous savez ce que nous faisons au Togo, en Afrique en général, dans le sein de la formation, c'est des formations livresses que les gens n'ont pas l'occasion de pratiquer la chose, et puis ils ne vont pas faire de la magie lorsqu'ils ont
lorsqu'ils ont un financement, de pouvoir réussir forcément. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous voulons que ceux qui travaillent dans ce domaine-là nous fournissent les statistiques, parce que les statistiques réelles et crédibles des investissements qui sont faits et de taux de réussite qui est constaté. Parce qu'aujourd'hui, nous, on ne peut plus travailler sans ces statistiques-là. Et puis, il faut qu'on parle aussi que de ces investissements-là, il ne faut pas que ce sont des investissements dans le domaine des services. C'est-à-dire on parle de numérique, on parle des services, de vous rendez service, on vous paie, mais il faut qu'on investisse dans la production qui permette au Togo de vendre quelque chose à l'extérieur pour amener à l'intérieur du pays des devises. Pour amener des devises à l'extérieur. C'est seulement en ce sens qu'on peut on peut augmenter la masse de la monnaie que nous avons à l'intérieur du pays. Mais lorsque c'est des services, on fait telle boutique pour vendre des pains, des produits importés de la Chine, des produits, etc. Il faut que je travaille quand même quelque part pour trouver de l'argent et venir ensuite acheter ces choses-là. Mais ce n'est pas de ces investissements-là dont nous parlons, mais des investissements qui vont dans le sens même de l'implantation d'un tissu d'industrie au Togo qui permettent au Togo d'exporter et d'importer moins et en ce moment-là, équilibrer la balance commerciale. Aujourd'hui, notre balance du point de vue des échanges est tellement déficitaire que nous n'exportons pratiquement rien, mais nous importons tout. Il faut qu'on commence d'abord à investir dans les besoins prioritaires, des besoins de tous les jours qui permettent de ce qu'on vend sur le marché, qui nous permet de manger, et surtout dans l'agriculture, parce que ce sera le départ même de l'industrialisation. C'est comme ça que plusieurs pays se sont développés. Alors, un forum Togo-US, est-ce que ça montre quand même que, par exemple, le Togo est en train de revenir vers l'UE, parce que je rappelle que ce genre de partenariat a existé et à un moment donné, les pays africains ont commencé par constater que ce n'était pas gagnant-gagnant, sont tournés vers la Chine. Aujourd'hui, on revient vers l'Union européenne. Oui, en fait, la réalité est là, parce que aujourd'hui, quand vous voyez l'Union européenne, ce n'est pas aussi ça, parce que l'aide au développement aussi chute de l'autre côté. Chaque année, ce n'est pas ça, ça chute. Donc, et à un certain moment, l'Union européenne même demande aux Africains de prendre toutes les dispositions pour pouvoir mieux gérer leurs ressources internes, parce que à un certain moment, comme je l'ai dit, fait sortir de l'argent. D'ailleurs, même l'Union européenne même souffre même d'une crise économique qui n'a même pas son nom. Donc, je pense que non seulement au-delà, mais le monde entier même, il y a toute une crise économique qui est là. Donc, parce que le Togo, déjà, ce lien, parce que j'avais suivi le président à la délégation de l'Union européenne qui s'occupe quand même de l'industrialisation, qui dit que l'Union européenne veut aujourd'hui diversifier ces investissements dans les pays africains. Donc, le cadre du Togo est le meilleur aujourd'hui pour pouvoir quand même investir. C'est pourquoi moi, entre-temps, j'avais dit, si effectivement il y a de l'argent, il parle de 422 milliards d'euros. Alors, s'il y a effectivement de ces capitaux, comment est-ce qu'on va l'investir? Et comme je l'ai dit, quel projet? Tout à l'heure, on a fait parler de l'industrie. C'est important. Parce que, vous savez, quand l'Europe aujourd'hui, quand on voit la Chine, on voit l'Europe, tout le monde savait aujourd'hui, on peut appeler de la révolution industrielle. Le jour où l'Afrique va passer par cette révolution industrielle, je pense que beaucoup de choses vont pouvoir quand même changer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce lien qu'il faut quand même serrer. Parce qu'entre-temps aussi, il y a eu création d'une chambre de commerce européenne, où il y a M. Gaffan est le président, où aujourd'hui toutes les sociétés européennes qui sont au Togo puissent quand même rentrer en communion avec les sociétés togolaises pour pouvoir échanger par rapport au volume, par rapport à l'importation et à l'exportation, pouvoir augmenter. Donc, je pense que ça, ce n'est que les acquis aujourd'hui. Bon, à part de ce, il ne faut pas que le forum n'a pas encore eu lieu, mais je pense que c'est déjà un pas. Mais ce qu'on demande, comme je l'ai dit, ensuite, à l'heure, avec le Libéria, on parlait de la corruption. Je dis, des actions, on disait qu'aujourd'hui, en fait, le monde entier, les investisseurs disposent de 180 000 milliards pour investir dans le développement. Mais les gens ont peur d'investir en Afrique. Pourquoi?
Trop de corruption. Il y a la corruption. Et Parce oui, que dans beaucoup de pays, il n'y a pas la décentralisation. Transparence, Il n'y a pas la de la transparence. gouvernance. Il n'y a pas la décentralisation. La justice. La justice n'est pas là. Ça veut dire que c'est le Togo qui doit se préparer maintenant à tirer le meilleur de ce Ah forum. oui. Oui, c'est-à-dire qu'il faut créer les conditions, parce que lorsqu'on parle d'investissement, il faut aussi rassurer les investisseurs. C'est de cela que nous parlons, en jouant sur un certain nombre de leviers qui fassent en sorte que les investisseurs se sentent à l'aise, sur tous les capitaux qu'ils apportent. On parle de la justice, du cadre juridique, de la justice même, parce que le coût d'investissement, il faut protéger les investissements. On rappelle que ce n'est pas l'argent qui manque, hein, surtout au niveau des partenaires privés en Europe, parce qu'il y a des fonds dont on ne sait pas vraiment parfois quoi en faire. On voudrait mieux mettre ça ailleurs, même parfois des taux négatifs, légèrement négatifs, pour préserver l'essentiel. Merci, le Togo fait bien. Chris Ega. Merci, Joseph Gana. Merci beaucoup. Dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. On est demain ensemble dans le monde en 7. On se retrouve lundi pour Regard Croisé.